Bonjour tout le monde, bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où on se pose différentes questions sur des enjeux environnementaux du 21e siècle. Aujourd'hui, on s'est posé une question assez particulière. En fait, on voulait savoir c'était quoi les impacts de la mode. Donc aujourd'hui avec nous, Abby Marino, qui est une professionnelle dans le domaine de la mode durable. On a appris vraiment beaucoup de choses avec elle. Eric, je te laisse un peu détailler tout ça. Yes, fait que en gros, on veut pas vous voler le punch, là, mais plusieurs éléments auxquels on pense pas du milieu de la mode là, par rapport au linge qu'on porte tous les jours. En gros, on a appris notamment là, un peu les différents impacts de l'industrie de la mode. Ça a des impacts certes environnementaux, mais également sociaux, liés aux conditions de travail, des endroits où sont produits la majorité des vêtements qu'on porte. On a fait un bon survol aussi avec Abby là, des défis liés au domaine de la mode, au milieu de la mode, à l'industrie de manière générale. Puis, on propose aussi là, au courant du podcast, là, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, là, plusieurs pistes de solutions. Puis souvent, c'est des solutions auxquelles on pense pas qui sont super simples. Fait que vous allez avoir la chance de découvrir ça au fil de l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à Bien commun podcast. Bienvenue Abby. Merci de m'avoir invité. Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on veut se poser un peu plus de questions sur la mode. C'est quoi l'impact de la mode? Je pense que tu es bien positionné pour répondre à nos questions à ce niveau-là. Fait que tu peux peut-être te présenter un peu pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Yes. En fait, c'est ça, j'avais parlé à Éric Olivier un peu dans les circonstances de mon agence Collectif Détour. En fait, j'ai cofondé une agence de consultation en développement durable, mais vraiment spécialisée pour les entreprises de l'industrie du textile et du vêtement. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est accompagner les entreprises dans leur transition environnementale, transition de leur pratique vers quelque chose de plus durable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, l'industrie a roulé d'une certaine manière depuis des années, puis maintenant, ça fonctionne plus parce que, l'impact environnemental est trop gros. Puis, en ce moment, grâce à l'information à laquelle on a accès, on se rend compte que c'est complètement absurde. Donc là, je parle de l'environnement, mais évidemment, il y a l'enjeu éthique aussi qui est l'impact sur les travailleurs, puis même les sociétés entourant, pas les sociétés, les citoyens entourant ces usines-là, ces manufactures-là. Ils vivent dans des conditions atroces. Donc, nous, c'est d'accompagner ces entreprises-là. Donc, on peut parler ici de détaillants, on peut parler de manufacture, on peut parler d'OBNL, par exemple, qui offre dans le seconde main. Donc, aller toucher à tous les acteurs de l'industrie. OK. Puis là, t'en as nommé quand même quelques-uns. Là. Niveau des impacts, là, je pense qu'on est curieux de comprendre de prime abord, c'est quoi les fameux impacts qu'a l'industrie de la mode sur l'environnement? Puis est-ce que ça touche juste l'environnement? À quel niveau, justement, je sais pas, est-ce que c'est la chaîne d'approvisionnement qui a des impacts sur l'environnement? Fait que tu serais capable de nous faire un petit topo là-dessus, nous éclairer? Oui, mais en fait, moi, quand je parle de l'impact de l'industrie, je parle toujours, en fait, de la chaîne d'approvisionnement parce que c'est la source de notre problématique. C'est que l'industrie de la mode, on travaille dans une chaîne d'approvisionnement qui est extrêmement longue. Puis là, chaîne d'approvisionnement, on entend quoi par ça ici? Là? Okay, chaîne d'approvisionnement, c'est mon coton watté. Je reviens toujours à mon coton watté. Ça va être notre source. Moi, par exemple, si c'est en coton, il a fallu que quelqu'un plante le coton. Ouais. Étape 1, puis étape 10, je l'ai acheté en magasin. Donc, tout ce qui se passe entre la plantation du coton, puis qui s'est retrouvé au Zara, par exemple, on veut savoir ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe, c'est que de 1, justement, il y a l'agriculture, si on parle de fibres naturelles, puis il y a les fibres synthétiques, on parle de pétrole. Ouais, OK. Ah ouais, OK. Ouais, c'est vraiment du polyester, plastique. Ça se peut-tu? Polyester, exactement. Okay. Donc, le polyester, c'est fait à partir de pétrole. Donc là, justement, on a toutes ces extractions-là à faire. Donc, il y a l'impact à ce niveau-là. Ensuite, il faut aller créer notre fibre. Parce que, tu sais, quand on cultive le coton, c'est pas une fibre à la base. Donc, il faut aller faire la transformation. Ensuite, là, on a la fibre, il faut aller faire le fil. Là, on a le fil. Là, il faut aller créer notre tissu. Puis en termes de... Comme je dis créer, on change de place à chaque fois que je vous parle de en termes de géographie, par exemple, la culture du coton se fait typiquement à quel endroit versus la transformation du coton, ça ressemble à quoi? Exact. C'est des centaines de kilomètres? Monde, en fait. Parce que ce qui est arrivé... j'ai pas comme les dates puis les chiffres en tête, mais c'est qu'avant, il y avait des quotas à respecter. Quand tu étais acheteur, par exemple, mon associé était acheteuse pour Jacob pendant des années, puis eux, il y avait des quotas. Donc, ça veut dire qu'ils étaient obligés de faire produire une partie de leur production ici, sur notre territoire. Puis le reste, par exemple, si c'était 20%, ils faisaient produire 20% ici, puis 80% ailleurs. Alors que maintenant, ces quotas-là ont tombé depuis très longtemps, en fait. Puis, depuis ce temps-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on
on a perdu complètement le contrôle sur notre production. Puis, l'enjeu principal quand on parle de la chaîne d'approvisionnement, c'est justement ça. C'est que là, en Inde, par exemple, c'est là qu'on va aller cultiver le coton. Mais après ça, lui, il va peut-être envoyer sa fibre en Chine. Puis là, en Chine, l'usine avec qui tu vas travailler, elle va faire affaire avec à peu près 100 usines. Ces 100 usines-là vont faire affaire avec 100 usines. Donc, les sous-fournisseurs, les couches de gens qui vont toucher les mains, qui vont toucher, en fait, avec leurs mains aux vêtements, est astronomique. Puis là, je m'essaye, mais pourquoi ça se déplace autant au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Pourquoi, par exemple, je sais pas, tout n'est pas fait en Chine, tout n'est pas fait en Inde? Argent. Parce que là, ce qui est arrivé, pourquoi les cotons ont tombé, puis là, tout le monde se sont excités à dire, OK, on va faire produire ailleurs parce que c'est moins cher. Ici, on a des salaires minimum, on a la loi liée aux travailleurs, en fait, qui existe, alors que dans certaines places, ça n'existe pas. Je pense pas que c'est sorcier pour personne, cette notion-là. Donc, malheureusement, il y a des gens qui se sont payés 80 sous de la journée, 80 sous de la semaine. Puis, même qu'il y a des situations comme le nouveau gros détaillant de ultra fast fashion, Shein, que je déteste, d'ailleurs. Moi aussi. Parfait. Donc, eux, les travailleurs, si par exemple ils font une erreur pendant la production, ils vont être coupés de 3/4 de leur paye pour la journée. Ah ouais. Tu sais, quand on parle, c'est du travail extrêmement minutieux de faire de la couture. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très difficile. Ben vrai qu'elle a sa machine à coudre. Ouais, c'est ça. J'ai ma machine à coudre depuis quelques mois déjà, fait que je fais mes bas de pantalon. Puis, ah, mais c'est bon, puis tu fais de la réparation. C'est une bonne solution, oui. ça. Ouais, c'est une des raisons pourquoi je veux avoir ma machine à coudre, justement. Mais c'est très intéressant. En Europe, ils sont plus avancés que nous à ce niveau-là. Ils commencent à donner en France, ils commencent à donner des crédits pour les gens qui vont aller faire réparer leurs vêtements et leurs chaussures. Ah ouais, c'est intéressant. Ils sont quand même force à réparabilité. Oui, c'est une solution très intéressante qui, il n'y a pas si longtemps, était une pratique courante. Je veux dire, on parle à nos grands-parents. Exactement. C'est à la portée de tous, oui, mais il faut donner des incitatifs parce que maintenant, un vêtement qui coûte 5 $, tu ne vas pas le faire réparer. C'est plus cher de le faire réparer que de l'acheter. Ouais. Donc, il y a cette notion-là aussi qu'il faut aller créer un écosystème qui fait du sens pour le consommateur parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. Ouais. On a de la misère à comprendre c'est quoi la valeur du vêtement. T'sais, un vêtement, ça se paye moins cher qu'un latte présentement. Ben, c'est ça. C'est ça, le consommateur, ce qu'il voit, c'est justement sur les réseaux sociaux, ben il voit de la consommation, tel influenceur met de l'avant tel morceau, puis il y en a un autre qui fait la même affaire. Ouais. Fait que c'est ça, l'exemple qu'il y a, c'est justement de passer morceau après morceau, qu'on est pris dans ce cycle-là. C'est ça, exactement. Puis les gens ont de plus en plus un besoin de validation, puis je veux dire, on en est tous victimes, puis tant mieux pour ceux qui le sont moins, mais reste qu'on est dans une génération où est-ce que ça, c'est très présent. Puis c'est sûr que ces personnes-là ont un rôle d'expliquer que non, ce n'est pas grave de porter 2 fois le même outfit, puis même qu'on vous encourage à le faire, puis on vous encourage à acheter des basics, tu sais, je veux dire, des t-shirts noirs, des t-shirts blancs, des jeans, c'est passe-partout, puis le reste, moi, ce que je suggère toujours, c'est de dire, OK, tes basics, si tu veux vraiment comme un bon fit, puis que tu as quelque chose en tête, va les acheter neufs, mais le reste, tu peux tout trouver seconde main. 95% de ma garde-robe est seconde main, puis je veux dire, je pense pas qu'il y a personne qui trouve que je m'habille mal. Là, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens, puis moi, j'en suis une de ces personnes-là, moi, j'aime pas ça souvent parce que, ça va être je sais même pas si je vais trouver le morceau que je veux. Il va falloir que je passe à travers des racks, que je fasse peut-être plusieurs friperies. C'est quoi la solution à ça? Y en a-tu une? Si moi, ça me tente pas de... J'ai essayé de régler cette problématique-là avec ma première entreprise. Finalement, c'était un peu toi, mon consommateur visé. Parce que je voulais offrir un clé en main. Mais en fait, ce que je suggère, c'est que d'un, il y a des friperies maintenant qui existent qui sont plus sélectives, en fait. Okay. Par exemple, moi, j'ai un ami qui a The 13 Club, qui est une boutique vintage en ligne. Okay. Des fois, par exemple, ils font des pop-up. Fait que là, si tu te rattaches au style de ce vintage store-là, ben tu te dis, OK, il fait la sélection pour toi. Fait que tu n'as pas besoin d'aller au village des valeurs puis de faire de la sélection. Puis c'est vrai que c'est long, ça prend du temps. Mais en fait, je pense que tu y prends goût avec le temps. Mais si jamais ça t'arrive jamais, il y a cette offre-là qui existe. C'est ça. Donc, il y a comme déjà un tri qui est fait par rapport à ton style à toi. Puis si comment dire, ton style, c'est un peu la même chose au niveau de cette boutique-là que tu as ciblée. Ben, tu sais qu'en allant magasiner là, nécessairement, ça va correspondre à ton style, du moins idéalement. Exactement. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire, c'est super cher, mettons, au village des valeurs, je vais avoir ce chandail-là à 10 $ versus ce gars-là va me le vendre 80. OK, oui. Mais en fait, il y a un énorme travail derrière ça. Donc, tu vas payer pour les opérations que cette personne-là a faites, puis 2, la personne que je te mentionne, t'as moins 80% femmes, 20% hommes, en termes de tout ce qui est investissement marketing. Il y a des boutiques qui touchent même pas à l'homme, là, parce que, je veux dire, le marché
est suffisant avec la femme, tu sais. Puis quand on parle de validation, des réseaux sociaux, qui ça vise? Les femmes. Donc, bon, c'est un autre... On le voit bien dans les boutiques, là. Souvent, les magasins, c'est ça. Le magasin, c'est 90% pour les femmes, 10% pour l'homme, à peu près, là. On a la problématique aussi qu'en ce moment, il y a des gens qui vont faire OK, un brand québécois. Oui, mais brand québécois, ça a été designé sur ta tablette chez toi à Montréal, mais je veux dire, c'est fabriqué en Chine. Ouais, donc, c'est ça. bon, là, on parle de greenwashing parce que je veux dire, t'envoies un mauvais message à ton consommateur, mais il faut faire attention à ces éléments-là aussi. Là, Mais ça, c'est la grosse différence entre justement designer au Québec ou designer au Canada et fabriquer au Québec et fabriquer au Canada. Il faut faire attention parce que, Exactement. comme tu dis, le designer au Québec, c'est que le vêtement a été dessiné ici, mais il a été fabriqué ailleurs. Le fabriqué au Québec, c'est. Je sais pas si ça l'implique aussi qu'il a été designé au Québec, mais au moins, on sait qu'il est fabriqué ici, donc il n'est pas fait à l'autre bout du monde. C'est ça, si c'est made in, c'est fabriqué, c'est ici. Mais je veux dire, souvent, ça va être design in Canada. C'est ça. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas parce que c'est une compagnie québécoise ou canadienne, mettons, que c'est fait nécessairement ici. Ben non, exactement. Je veux dire, Simon, c'est une compagnie québécoise. Ouais. Mais je veux dire, sa production n'est pas au Québec. Donc, c'est ça. Puis moi, tu sais, on a beaucoup parlé justement de vêtements seconde main, mais Ouais. moi, par exemple, là, justement, je sais que présentement, j'aime pas ça, les magasins en friperie, parce que justement, c'est long. Mettons, moi, je décide de continuer de m'acheter des vêtements neufs. Mm-hmm. C'est quoi les options, comment dire, responsables qui s'offrent à moi? Comment je peux faire des choix plus responsables, sachant que moi, par exemple, je continue d'acheter du linge neuf? Ben, de ce qu'on vient de parler en ce moment, si tu es capable de trouver des détaillants qui produisent localement, c'est sûr que c'est la meilleure réponse qui existe, parce que tantôt, on parlait de l'impact, OK, la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est polluant? Bon, de un, tous les transports entre tous les fournisseurs qu'on a parlé tout à l'heure. Ensuite, aussi, toute la fabrication, la pollution des eaux, ce qui est généré dans l'air, tout ça, alors que on n'a aucun contrôle là-bas. La réglementation n'est pas la même, Ben non. par exemple, en Chine et en Inde qu'ici. Là. C'est ça, il n'y aura pas de maltraitance des travailleurs ici au Québec si ton vêtement est fait au Québec. Là. Ça, je peux te le garantir. Ouais, c'est ça. Donc, si c'est ça la question, c'est ça que je recommande. Sinon, il y a aussi des entreprises qui vont faire produire ailleurs. Par exemple, je suis pas en train de dire « Hey, c'est fait en Chine, c'est sûr que c'est de la merde. Ouais. Tu comprends? C'est mon langage, mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est que maintenant, il y a des certifications qui existent. Mais malheureusement, il y a des problèmes liés à ces certifications-là parce que, bon, faire une certification pour tout le monde, je peux dire, OK, il y a une nouvelle certification qui s'appelle la certification Habilmarino. Puis, pour obtenir cette certification-là, il faut que tu répondes à ça, puis ça, tout le monde peut le faire. Ouais. Donc, bref, il y a des certifications qui ont plus de notoriété, dont B Corp, dont d'autres certifications. Mais dans l'industrie de la mode, il y en a une liste comme longue de même de certifications, puis la plupart sont comme trop facilement accessibles. Bref. Donc, tu peux quand même trouver une brand qui va te dire écoute, nous, là, on se rend à l'usine là-bas. Là. Voici des vidéos de nos travailleurs. Voici ce qui se passe. Nous, on fait affaire avec seulement 4 usines. Voici, on en a 2 en Asie, on en a 2 en Europe. Prioriser les entreprises qui divulguent, qui sont transparentes. Ça, c'est la clé dans notre industrie. Mais ça, c'est une nouvelle tendance. Je pense que c'est beaucoup ça, les entreprises. Ils essaient justement d'être le plus transparentes possible dans leur prix, justement, dans leurs partenaires. Exactement. Mais il y a une belle entreprise québécoise qui s'appelle Maguire, peut-être que certains l'appellent. C'est des chaussures. C'est une fille d'ici, en fait. Puis maintenant, ils ont une boutique à New York. Puis elle, c'est comme si c'était une valeur nutritive, l'étiquette. Donc, tu sais, au lieu des calories ou whatever, ça va te dire, OK, bon, mais c'est payé 80, mettons, ça va te coûter 250 $ ta paire de chaussures, mais voici, on a payé combien, telle personne, pour que le consommateur comprenne. Parce que là, l'enjeu. Pourquoi ça coûte 250 $, mettons? Pourquoi ça coûte ça? Parce que là, ce qui arrive, c'est que, comme j'expliquais tantôt, on a perdu toute notion de qu'est-ce que ça vaut un vêtement. Fait pourquoi que je peux acheter ma paire de chaussures chez Shein à 15 $, mais qu'elle, elle me l'offre 250 $, elle se met dessus comme tout le profit dans les poches. Mais là, elle te l'explique, non, voici où est-ce que ça va. Donc, c'est pour vraiment faire de l'éducation à ce niveau-là. Là. OK. C'est vraiment une bonne idée, ça. Ouais, je trouve ça intéressant. Parce que souvent, c'est ça. Surtout dans le présent contexte, souvent, on se dit pourquoi je paierais justement 250 $. Ben, exactement. Quand c'est mis de l'avant, c'est clair. Là. Tu vois toutes les étapes une par une. Là. C'est ça. Tu peux pas avoir plus meilleur modèle que ça, en fait, quand tu veux consommer dans l'industrie de la mode. Mais malheureusement, des grosses entreprises, ce qui arrive, c'est qu'il existe depuis tellement longtemps que là, pour eux, d'être transparent à ce point-là, il y a un énorme travail en amont à faire avant d'en arriver là. Donc, c'est pas demain matin qu'on va voir qu'H&M va avoir cette étiquette-là. Là. C'est ça. C'est plus facile pour des nouvelles entreprises, par exemple, des entreprises jeunes qui décident de se bâtir ou de commencer peut-être plus avec ça. Exactement. Ou tu sais, maintenant, en ce moment, c'est ce qui arrive, si par exemple, vous êtes capable de faire des audits de tous vos fournisseurs, mettons que t'es pas une multinationale, puis t'as à peu près...
mettons, 20 fournisseurs, et si t'es capable d'aller te payer justement un audit de ces usines-là, puis d'obtenir c'est pas juste un voyage, mais aussi d'engager des firmes de personnes qui vont être capables d'aller faire des analyses de cycle de vie ou qui vont être capables de chiffrer certains éléments. Oui, ça va être un investissement, mais après ça, tu vas pouvoir utiliser ces chiffres-là pour ton marketing, tu vas pouvoir l'utiliser pour toi-même, comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta business, puis pouvoir faire des changements, puis savoir où mettre de l'énergie puis de l'argent. Donc, ça serait, de ce que j'en comprends, ça serait vraiment bénéfique pour des entreprises d'aller justement faire des inspections, par exemple, sur place dans leur fournisseur. Non seulement pour la transparence, mais potentiellement juste pour avoir des données de leur côté, pour justement faire mieux leur marketing, etc. Exactement. Nous, c'est ce qu'on recommande à 100% du temps, moi, mon associé et moi. Puis si c'est pas quelque chose que vous voulez faire, de vous déplacer, parce que on peut pas toujours se déplacer. Il y a des gens qui travaillent maintenant pour... Tu vas engager une tierce partie qui va dire, OK, voici mon besoin, j'ai besoin que tu aies telle information. Ils vont aller sur place, aller faire des vidéoconférences. Tu sais, quelqu'un d'externe à l'usine aussi, là, pour conserver une indépendance quand même. Ou engager des consultants, en fait, qui font ça. Donc, on parle de l'industrie du textile, mais ça peut être d'autres types de consultants aussi. Là. Puis j'imagine que faire valoir ces inspections-là puis s'assurer que ça a été fait de manière conforme. Parce que moi, j'ai entendu des histoires là, d'un inspecteur qui rentre dans une usine de textile puis tout est beau, tout marche bien, parfait. Il s'en va, puis 3 heures plus tard... Un scandale, ouais, c'est ça. C'est ça, puis c'est vraiment pas ce que c'était censé être, là. Ouais. Est-ce que le fait que ce soit fait justement outre-mer puis ailleurs, j'imagine que ça rend la validation pas mal plus complexe? Bien, absolument. C'est sûr que je pense que le degré de validation est plus difficile à atteindre. Il y a toujours un risque que finalement tu te sois fait pogner. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, tu es capable d'établir une relation. C'est des relations à long terme qui se développent avec tes fournisseurs. Puis si aussi, tu es capable de dire à ton fournisseur, au début, quand tu vas affaire avec, écoute, moi, je veux être apte à débarquer quand je veux. Mm-hmm. Sans avertir. Contrat, puis... Oui. Ouais. Je veux pouvoir faire des visites sans avertir. Puis si ton fournisseur sont attachés à cheville à machine à coudre parce que oui, ça existe, ces situations-là, ben il dira pas oui, il signera pas cette entente-là, là, tu comprends? Fait que il y a vraiment des codes de conduite pour les fournisseurs en ce moment qui est un élément très important pour essayer d'aller se protéger. Là. Mais tu sais, en ce moment, on vit dans une société où est-ce que la cancel culture, tout sort. Là. Fait que les entreprises qui font mal ça présentement, là, ça va les rattraper. Ouais, c'est ça. Fait que c'est petit à petit, puis c'est pas tout le monde en même temps, mais ça s'en vient, puis c'est ça qui va permettre à l'industrie de changer plus rapidement aussi. Là. Puis est-ce que, je sais que dans plusieurs domaines, peut-être particulièrement des domaines, je sais pas, dans la haute technologie ou extrêmement spécifique, il y a simplement des normes internationales ou quoi que ce soit. Dans le domaine de la mode, y a-tu des normes internationales ou des standards ou quelque chose à suivre, justement, qui assure un certain niveau de qualité, une certaine constance? Non. C'est ça la problématique. C'est qu'ici, au Québec, au Canada, en fait, si toi, demain matin, tu décides de te lancer, de te partir une compagnie de coton watté, il n'y a pas de problème. Tu n'as aucune barrière à entrer sur ce marché-là. Puis, par exemple, je vais vous démontrer une législation qui existe, c'est un peu plus technique, mais en Europe, la responsabilité élargie du producteur, vous connaissez peut-être dans d'autres industries. Ici, au Québec, c'est REP. Ça existe pour certains produits, certains objets. Je dis n'importe quoi, mettons les laveuses, je sais même pas si c'est ça. Mais dans le textile, il n'y a absolument rien là-dessus. Mais c'est quoi ça, juste la REP? La responsabilité élargie du producteur, c'est qu'en fait, les détaillants, toutes les entreprises qui vont mettre sur le marché des produits sont responsables de recycler, réutiliser et récupérer ces produits-là. Donc, si par exemple, tu as vendu 10 000 unités cette année, là, ça va être graduel là, parce qu'ils viennent d'instaurer ça, mais dans l'objectif, ce serait de dire tu vas récupérer 10 000 unités, pas nécessairement les tiens, pour recycler, réutiliser, puis tu es en charge de ce que ça va coûter, des gens que tu vas devoir embaucher. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les entreprises, ça va être beaucoup plus réfléchi. Ouais. Donc, au lieu de faire 52 collections, ils vont en faire 4, puis ils vont réfléchir à la conception pour dire quand on va récupérer, il faut que ce soit plus facilement recyclable, parce que il y a des enjeux de recyclage en textile. Ça, c'est de l'économie circulaire, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Moi, 100% de mes consultations sont toujours avec un esprit d'économie circulaire. OK. Ouais. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de réutiliser des produits en fin de vie puis les revaloriser. Exactement. Puis ça va pas toujours être de les revaloriser en vêtements, là, parce que il y a des enjeux dans le processus. Du recyclage textile, en fait, là, c'est très peu développé en ce moment. En fait, on a de la misère à trouver des alternatives parce que ce qui arrive, c'est que tous nos vêtements cheap maintenant sont tellement cheap qu'il n'y a rien à faire. Ben, c'est qu'en fait, mettons, toi, ton étiquette, ça va être polyester, coton, spandex, tout mélangé. Dès que c'est mélangé en ce moment, on n'a pas de ressources pour recycler la fibre. Donc, tout ce que vous voyez en ce moment de 100% recyclé, c'est du coton
ou du polyester. OK. Mais il faut que ce soit du 100%. Fait que là, on est comme face à cet enjeu-là que les vêtements qui sont mélangés, on ne sait plus quoi faire avec. Donc là, il y a du broyage de ces vêtements-là. Puis là, il y a certaines compagnies extraordinaires, d'ailleurs, qui ont, mettons, fait des briques d'isolation avec des fibres broyées. Ouais. Mais tu sais, ils n'ont pas refait un fil parce que c'est pas possible là, en ce moment. À cause que c'est mélangé, à cause que c'est plusieurs matières mélangées ensemble. Oui, il n'y a pas de technologie qui existe en ce moment pour séparer du polyester du spandex, du coton. Ça n'existe pas. OK. Puis qu'est-ce qui arrive? Mettons, justement, là, mon chandail, il est mélangé de plein de textiles différents. Là. Concrètement, s'il n'y a personne qui le prend pour faire des briques, là, poubelle. Fait que c'est ça. Okay. Incinération. Ah ouais. Oui, puis en ce moment, si on va sur le site du gouvernement du Québec, tout le monde, ça dit qu'est-ce que vous faites avec vos vêtements en fin de vie, poubelle. Hey, mais en tout cas, si vous avez des vêtements achetés, on peut faire des guenilles aussi avec. Non, mais en fait, c'est vrai que ça, ça coûte pas cher. Tu coupes ça en morceaux. Puis, c'est ça, mais il y a beaucoup de ressources. Je dis ça dans le sens où le gouvernement n'est pas encore impliqué du tout dans assez suffisamment, en tout cas. Puis j'ai beaucoup d'espoir que ça va arriver. Mais tout ça pour dire que si vous avez des vêtements que vous voulez plus, je pense que la plupart des gens le font, mais allez les donner à des organismes de bienfaisance. Dans des boîtes à linge. Exactement. Eux autres, il y a des comptoirs vestimentaires, il y a des entreprises qui, ils ont des friperies, en fait. C'est comme ça qu'on réussit à faire rouler les friperies. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'en ce moment, il y a une surabondance dans les friperies. Donc, il y a trop de vêtements qui arrivent en friperie. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que les friperies font des ballots, puis envoient ça dans des pays du tiers-monde. Donc, on prend nos déchets, puis on les envoie ailleurs où est-ce qu'il n'y a pas de réglementation pour la gestion de ces déchets-là. Mais là, ça, c'est-tu, comment dire, tu sais, souvent, les vêtements qu'on jette sont encore pas mal intacts. Là. Moi, les vêtements dont je me dépasse, c'est souvent juste ça me fait plus ou ça me tente plus de le mettre. Là. Mm-hmm. Est-ce que les vêtements qui s'en vont dans les pays du tiers-monde, là, c'est juste des déchets, ils vont être vraiment portés par des gens là-bas? Ben, c'est ça qui arrive, en fait. C'est qu'il y a une problématique, puis il y a un reportage super intéressant sur le Ghana, si vous voulez aller le voir. Au pire, je t'enverrai le lien pour que tu le mettes. Ouais. On envoie des vêtements, mais parce que le monde là-bas, là, à un moment donné, il y en a trop. Là, je veux dire, ils veulent pas se faire une garde-robe au complet à tous les jours là, de 10 vêtements. Là. Donc, il y a certains pays même qui ont mis un stop à ça, qui ont dit là, arrêtez de nous envoyer des vêtements, on n'en accepte plus. Donc là, on va se retrouver, en fait, à avoir de plus en plus de pays qui vont refuser nos déchets. Tant mieux. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions c'est notre ici. problème, c'est ça. Mais on a les ressources, nous, pour trouver des solutions. C'est juste que les gens, c'est facile. C'est facile, on paye, envoyons des ballots. Donc là, on va être forcé à trouver des solutions, puis c'est ça qu'il faut. Donc, mais un autre documentaire que je vous suggère d'aller écouter, c'est le documentaire Le prix de la mode, qui a été fait par Mariana Mazza, l'humoriste, qui, elle, est une surconsommatrice majeure, puis c'est super le fun, son initiative puis la manière que ça a été construit, parce que c'est vraiment, là, elle, à part complètement un peu ignorante de l'impact de l'industrie de la mode, puis elle apprend au fur et à mesure. Donc là, il l'amène en friperie. Là, en friperie, elle comprend les vêtements vont où après, dans des centres d'exportation. Puis ces centres d'exportation-là, ça marche comment pour l'envoyer dans les pays du tiers-monde, puis qu'est-ce qui est envoyé. Puis ça répond un peu à ta question de qu'est-ce qu'on fait avec les vêtements qui sont intacts. Ouais. Donc, ils peuvent pas filtrer ça dans les friperies d'un. La plupart du temps, c'est des bénévoles qui travaillent dans les ressourceries. Puis, ce qui arrive, c'est que là, mettons, ça fait eux autres qui ont un code de couleur, ça fait 3 semaines que le vêtement il est sur le plancher. Ben, maintenant, il faut qu'ils fassent un roulement. Ils peuvent pas laisser les vêtements-là puis les accumuler. Donc, même si ton vêtement est intact, il s'en va dans le ballot. Donc, puis il faut leur envoyer des vêtements qui font du sens aussi à un moment donné. On leur envoie, je veux dire, le but, si c'est vraiment pour aider des gens qui en ont besoin dans d'autres pays, il faut pas leur envoyer juste des vêtements troués. Donc, bon, c'est correct aussi de leur envoyer des vêtements intacts. Mais il y a une surabondance. Les gens ils disent, est-ce qu'on enlève des vêtements pour les gens dans le besoin quand on crée des friperies? La réponse, c'est pas du tout. On est très, très, très loin de cette problématique-là. Là. OK. Et moi, j'avais une autre question aussi. Parce que là, on a les friperies, on a des magasins qui vendent du neuf. Est-ce qu'il existe des groupes d'échange de vêtements? Moi, j'avais déjà eu l'idée avec deux, trois de mes amis, un groupe Facebook, ou peu importe, je sais pas, un groupe Facebook, dans lequel, par exemple, tu dis, on est une centaine de personnes qui ont à peu près la même shape, on a des vêtements, on aime un peu les mêmes affaires, puis on s'échange ça, genre, au mois ou aux 2 mois. Puis... Il y a des entreprises, des organisations de swap, que ça s'appelle. OK. Je sais qu'il y en avait une à Montréal, mais je pourrais pas dire s'il y en a une à Québec. Puis peut-être qu'il y en a en ligne, là, probablement. Puis en fait, c'est ça, je pense qu'ils se regroupaient il fallait que tu aies un abonnement, en fait, je pense, pour faire partie de cette communauté-là. Okay. Puis là, toi, tu allais porter des vêtements, puis tu fais partir avec des vêtements. Puis c'était comme vraiment un système d'échange. Ouais. Donc, il n'y a pas d'argent qui est fait. L'argent qui est fait, c'est le paiement des membres.
Donc, par exemple, ça te coûterait 10 $ par mois, je dis n'importe quoi. Puis tu peux aller quand tu veux faire des swaps. T'sais, ils doivent avoir des limites, là, des guidelines. Mais oui, ça existe. Puis il y a plein de beaux modèles d'affaires qui existent en ce moment. Tu sais, aussi des Vinted de ce monde, les Poshmark, qui sont les nouveaux marketplaces où est-ce que tu peux mettre en vente tes vêtements puis en acheter d'autres. C'est des super bonnes alternatives aussi pour consommer seconde main. Mais encore une fois, tu sais, t'as Simons qui te met le beau produit, tout est beau, tout est clean, puis après ça, t'as Poshmark que, bon, la vie, elle accroche ça dans son garde-robe. Exact. Avec la lumière la à photo moitié te donne pas le goût de fermée, l'acheter, c'est ça. Fait qu'il y a encore cet enjeu-là qui fait en sorte qu'on perd des consommateurs. Tu sais, toi, je sais que t'es prêt, là, mais il y en a plusieurs qui sont pas prêts encore à dire « OK, je vais acheter celui-là, je sais qu'il va être pareil. » Ils ont besoin du beau, puis ils ont besoin du marketing. Fait que comment on peut aller supporter ce secteur-là de seconde main pour le rendre à la hauteur de ce que le détaillant peut faire? Mais c'est dans la mentalité des gens. C'est ça. C'est moi, mettons, je décide de m'acheter un vêtement neuf ou juste un vêtement, mais Colin, je me gâte. Fait que pour moi, c'est certain, je vais vouloir de quoi de beau, puis de neuf, puis de la mode. Tu sais. Mais il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Ben, c'est ça. Puis il y a un problème aussi d'offrir des ressources aux entreprises de seconde main pour qu'ils puissent aller te convaincre. Tu sais, les gros joueurs, ils en ont du budget pour faire du marketing. Ben, si on donne le même budget aux secondes mains, ils vont en avoir. Puis il en existe des super entreprises qui sont à la hauteur maintenant des gros détaillants. Là. ThreadUp aux États-Unis, ils font que du en ligne, seconde main. Puis ils ont développé non seulement à l'interne aussi, mais leur marketing est A1. C'est une plateforme de vente de vêtements en ligne. De seconde main. Puis tu pourrais ne même pas le savoir que c'est du seconde main tellement que c'est wow. Il y a Newly aussi, puis Rent the Runway, que c'est plus des services de location, mais il y a aussi du thrift pour compléter puis fermer la boucle à l'interne. Puis c'est des très grosses entreprises là, de des millions et des milliards de dollars. Là. Parce que, comme tu dis, moi, je trouve ça, l'exemple de la photo, super bon. C'est beaucoup dans la présentation du produit lui-même. T'sais, comme tu dis, souvent, tu peux avoir un morceau A, un morceau B, les deux non usagés, mais à peine. L'autre est neuf, mais souvent, c'est justement le morceau usagé est présenté sur un petit cintre dans le coin de la garde-robe, versus le vêtement neuf, il est tout beau à lumière, tout bien plié. Mais exactement. Moi, si le vêtement B, il est usagé, il était tout beau, tout bien plié, là. Ben, je le saurais pas, puis je serais beaucoup plus porté à l'acheter, tu sais. Exactement. Ben, c'est ça. Comme je dis, c'est vraiment un enjeu majeur. Il faut juste leur donner les ressources pour pouvoir aller convaincre le consommateur. Il y en a qui ont eu l'opportunité, puis c'est génial. Puis, ça va être de faire de l'éducation aussi, tu sais. Peut-être qu'avec le temps, la personne va réaliser, hey, sais-tu quoi? Dans le fond, je pourrais économiser comme 300$ là, au lieu de m'acheter mon Arc'teryx neuf. Je vais juste l'acheter sur Marketplace. Donc, il y a la situation économique actuelle aussi va pousser de plus en plus de consommateurs à faire leur premier achat seconde main, puis là, bon, peut-être qu'on va convertir de plus en plus de consommateurs comme ça. Fait que mais ça s'en vient. Moi, j'ai confiance qu'il va y avoir de plus en plus d'offres, mais malheureusement, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y en a pas assez là, pour ça. Ouais. Puis d'un autre côté, malheureusement, la situation économique fait en sorte que les gens ont peut-être moins de budget et peuvent se tourner justement plus vers des marques comme Shein. Oui. Ça fait que c'est un peu un couteau à double tranchant. Là. Ben exactement. Puis quand on parle de ça, il y a tellement plusieurs manière de le voir, mais moi, quand j'entends ça, justement, je suis comme, ben ça, c'est la responsabilité des gouvernements de dire s'il n'y a pas de règles, puis il n'y a pas de législation qui va soit inciter ton entreprise à faire des pratiques plus durables ou d'inciter ton consommateur à consommer de manière plus durable, il n'y a pas quelque chose qui va bouger de manière massive. Il n'y a pas d'incitatif à changer. Mais c'est la responsabilité, oui, du gouvernement, parce que les autres peuvent établir des lois. Mais moi, je trouve que le consommateur a aussi une grande responsabilité là-dedans, parce qu'on le sait, là, ce qu'on consomme, c'est ce qu'on finance. C'est ce qu'on encourage. Exactement. Puis c'est pas facile de se dire, bon, j'achète mon chandail fabriqué en Chine, sachant justement tout le processus qui a été parcouru pour ça. Tu sais qu'il y a probablement des gens qui ont été exploités. Puis là, tu te dis, bon, oui, je vais le payer peut-être 2 fois moins cher, mais d'un autre côté, j'encourage ça. Fait que c'est ça, il y a le côté tellement éthique, puis justement, où est-ce que le consommateur a sa grosse part. Mais là, tu sais, on parle de quelqu'un, par exemple, qui se dit, faut que je sois pas capable de payer mon loyer, là, mettons. Ouais. Donc, c'est juste pour cette situation économique-là, où est-ce que, mettons, tu vas t'en trouver une couturière ou un couturier ou un cordonnier, puis toi, ça va être économique pour toi. Pour le commerçant, ça va être intéressant parce que là, il va y avoir de plus en plus de monde. Donc là, on vient ici stimuler l'économie locale. Fait que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis c'est un programme sur 5 ans que la France a fait. Donc, c'est énormément de
de budget qui ont investi là-dedans, mais qu'est-ce que ça va faire après 5 ans quand il va y avoir eu autant d'incitatifs? Ça va être ancré. Exact. Faut pas que ce soit juste 6 mois. Là, ça va être sur 5 ans. L'habitude. C'est ça, ça fait dans 4 ans, là, ça fait 4 ans là, que tu fais ça de faire réparer. Là. Tu retourneras pas à tes vieilles habitudes quand l'incitatif va tomber. Là, d'un, tu vas avoir encore. Je veux dire, techniquement, plus on vieillit, plus on a des ressources financières. Donc, selon moi, c'est une situation qui fait du sens. Est-ce que ça règle tous les problèmes? Non, mais on est dans la bonne direction. T'sais. Puis aussi, peut-être que justement, après 5 ans, si tout le monde fait un peu ça, ce modus operandi-là, ben, je veux dire, ça va être valorisé socialement, au même titre que présentement, c'est valorisé socialement d'avoir tout le temps des nouveaux morceaux, des beaux morceaux, tu sais. Exactement, c'est ça. Puis de redonner des lettres de noblesse aussi à ces emplois-là, à ces travailleurs-là. Tu sais, ici au Québec, c'est beaucoup vu comme des métiers pour les pauvres. Là, on parle des métiers pour réparer des vêtements, mais par exemple. Couturière, cordonnier, cordonnière. Mais il y en a plus. Tu vas en Europe, là, c'est des métiers nobles, là, tu sais, d'être couturier, d'être cordonnier. Donc, pourquoi ne pas ramener ça ici, tu sais, puis c'est des emplois holistiques aussi. Qu'est-ce que je veux dire par holistique? C'est que c'est bon pour la santé mentale. Tu sais, si tu travailles, t'es couturier toute la journée ou t'es cordonnière, ben tu punch out, puis t'as pas de courriel le soir. Tu vis dans un bel environnement de travail. Si, par exemple, on développe ça ici. Ouais. Donc, il y a moyen d'aller vraiment générer des retombées très positives avec cette solution-là, je trouve. Oui, parce que je me demande, en ce moment, je sais pas c'est quoi exactement l'état là, justement des couturières puis des cordonniers, mais moi, j'ai essayé d'en trouver un. J'en ai un pas trop loin de chez nous, mais d'après moi, il tend vers la retraite. Ouais, c'est ça. Puis après, je me demande c'est où je vais aller pour réparer mes souliers. Là. Ben, c'est ça. Fait que René, des lettres de noblesse, comment on peut aller inciter aussi les jeunes à s'en aller là-dedans ou les gens à s'en aller là-dedans, tout simplement? Est-ce que les jeunes savent c'est quoi la formation? Moi, jamais on m'a présenté des métiers de cordonnier ou de. Moi non plus. Moi, je veux dire, moi, j'ai étudié avant d'étudier en comptabilité, j'ai fait mon cours en commerce de mode, puis il y a le programme de design, mais je veux dire, on apprend aux gens à être designers. Il y en a éventuellement qui vont devenir en production, mais reste que l'emphase n'est pas mise sur le fait de comme faire la confection, là, c'est compliqué, puis je veux dire, ces gens-là sont excellents de leurs mains, tu sais, de ramener l'aspect artisanal, c'est super important, tu sais, dans tous les domaines, je pense, présentement. Donc, je le suggère fortement. Puis là, si on achève un peu le podcast, là, mais moi, je me pose la question, là, ce serait quoi, par exemple, un monde utopique de la mode ou... de la mode, en fait. Ce serait quoi le meilleur des mondes pour cette industrie-là? Un rassemblement de toutes les solutions qui existent. Parce qu'il n'y a pas une solution. Tu sais, je dirais pas le second main va sauver le monde. Parce que si on fait juste dire continuez à consommer, puis allez porter vos vêtements à friperie, on ne règle pas le problème. Il faut diminuer le nombre de vêtements qui sont produits. Donc, de un, il faut justement qu'il y ait... Bon, dans le monde utopique, là, il y aurait des réglementations. C'est pas n'importe qui pourrait partir une ligne de vêtements. Ensuite, il devrait y avoir des quotas qui sont revenus. On devrait être obligé de refaire des vêtements ici en partie. Il devrait y avoir des incitatifs justement à la réparation, beaucoup plus d'éducation pour que le consommateur comprenne la valeur du vêtement. C'est pas normal qu'on payait une chemise 50 $, il y a 40 ans puis qu'elle coûte moins cher aujourd'hui. Ou qu'on soit offusqué de payer justement, je sais pas, 90 $ pour une chemise. Ouais. Exactement. Alors qu'avant, ils achetaient ça pour la saison puis ils investissaient plus cher que ce qu'on investit aujourd'hui. Là. Donc, il y a cette mentalité-là. Après ça, les entreprises, avec les incitatifs gouvernementaux puis la pression des consommateurs, n'auraient pas le choix d'avoir fait plusieurs innovations en termes de production, en termes de matériaux utilisés, en termes de cesser d'offrir autant de collections. Donc, un peu à apprendre à ton consommateur par tes propres actions, tu sais, ton offre, diminue-la tout simplement. Simplifie un peu Simplifie ton offre. Sur le marché, là. Puis, tu sais, c'est pas grave, au pire, tu sais, le boss en haut, il a juste à faire comme peut-être 30 millions au lieu de 150 millions, là, c'est pas grave. Ouais. Bon, il y a cette notion-là aussi. Donc, tout ça pour ramener au fait que il y a une partie du consommateur qui va être plus éduqué, il y a une partie des détaillants qui vont être plus durables, efficients, qui vont comprendre l'éthique de la chose, puis il y a les gouvernements qui vont inciter ces deux parties prenantes-là à évoluer en ce sens pour que ce soit cohérent. C'est un cadre qui permet de s'assurer justement qu'il y ait des mesures puis qu'il y ait de l'avancement qui est fait. Oui, puis des infrastructures aussi qui font du sens, tu sais, de dire améliorez vos pratiques, OK, mais faut offrir une résilience un peu à ce traitement des gisements textiles-là, tu sais.
Donc, c'est peut-être un peu... Bref, c'est complexe. Là. Mais c'est complexe. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, il faut rassembler toutes ces solutions-là. Tu sais, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas personne qui va sortir une pilule qui va régler la situation de l'industrie de la mode. Donc, il faut que tout le monde participe ensemble puis collabore. Collaboration, c'est un mot qui va être extrêmement important dans notre industrie dans les prochaines années parce qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. Il faut que le détaillant travaille avec son usine directement puis qu'il soit très proche pour réussir à fermer la boucle puis et offrir quelque chose qui fait du sens à son consommateur. Mais on se dirige quand même dans la bonne direction, je pense. Oui, avec, moi, je suis éternel optimiste, donc j'y crois. J'y crois, puis je suis en mode de solution toujours, donc je sens qu'on va y arriver. Cool, ben, super. Je pense qu'on aurait fait le tour. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai une dernière question, moi. Niveau, on essaie d'axer le podcast sur l'aspect environnemental de la chose, mais concrètement, je pense que tu nous as bien dit que les impacts environnementaux au niveau de l'industrie de la mode, c'est beaucoup lié, je pense, au transport. Au transport, pour peut-être aux produits chimiques, quantité d'eau utilisée. Oui, produits chimiques, produits toxiques, puis toute l'énergie qui est nécessaire, en fait, pour fabriquer un vêtement. Puis quand je parle d'énergie, je parle d'électricité, je parle d'eau. La quantité d'eau polluée est astronomique dans l'industrie de la mode. Un jean, c'est 700 litres d'eau. C'est ça, j'avais déjà vu une statistique du genre, c'est fou. Des fois, ça va être 10 000. En fait, ça va dépendre s'ils considèrent l'eau qui est polluée lors de l'entretien à la maison. Ah ouais. À cause des microfibres de plastique, puis qui sont comme lancés dans l'océan, en fait. Ouais, dans l'univers. Ouais. Mais bref, fait que c'est ça. Donc, eau, pollution de l'air pendant la fabrication, puis le transport à cause justement du fait qu'on fabrique aux quatre coins du monde. On se promène. Ouais, c'est ça. OK. Écoute, super intéressant. Ça dresse vraiment un bon portrait de l'industrie de la mode. Je pensais pas que c'était aussi complexe que ça comme problème, là, ben honnêtement. Là. J'ai beaucoup appris. Puis je vais essayer de choisir. En tout cas, peu importe que j'aille dans du seconde main ou dans du neuf, je pense que je vais essayer de prendre un vêtement qui est tout fait dans la même fibre. Oui, c'est ça, exactement. C'est un bon conseil, ça. C'est un bon Juste conseil. regarder l'étiquette puis choisir le vêtement qui est fait d'un même type de fibre. Ouais. Parce que tu offres l'option, justement, à des entreprises d'aller de recycler puis de faire autre chose avec. Ouais, c'est simple à faire. Là. Tu regardes l'étiquette de composition, c'est obligatoire sur un vêtement, donc tout le monde va en retrouver. Sinon, Évric, tu commences à faire tes propres vêtements? Ah, ben ça va être la prochaine étape. Mais je suis sûre, en fait, qu'il y a des personnes que vous pouvez suivre qui vont parler d'entreprises locales ou d'entreprises qui promouvoient la mode durable. Je ne sais pas, que j'avais pas de nom. Au pire, je vous le dirai d'ici là. Ils peuvent vous suggérer des bonnes entreprises à encourager. Ouais. Parfait. Fait qu'on va faire nos recherches puis on mettra le lien là, vers ces entreprises-là dans la description. Yes. Parfait. Super. Merci beaucoup, Abby. Ben, merci à vous deux.